bonjour Christopher Hamel, merci d'avoir accepté notre invitation et je voulais commencer cet entretien avec toi et avec Bernard Manin sur une première question un petit peu générale concernant l'origine de ton parcours intellectuel et la façon dont tu en es venu à t'intéresser à la question du républicanisme et à proposer, c'était l'objet de ta thèse, une réflexion, une inflexion des réflexions autour du républicanisme en direction de ce que tu as appelé le républicanisme des droits. Merci, merci Luc et Bernard pour cette invitation et cette invitation à faire cet entretien. Alors pour répondre de façon, pour pointer je pense l'origine de mon intérêt pour cette question républicaine en philosophie et en histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée politique. Je pense qu'il faut revenir à un moment assez précis que j'ai bien en mémoire, qui était à l'issue d'un cours que je suivais de Jean-Fabien Spies lorsque j'étais en licence de philosophie à l'université de Caen. Je viens avec des demandes de lecture et je lui montre l'histoire de la philosophie politique de Strauss et je lui dis est-ce que ça c'est bien parce que c'est facilement accessible, on trouve ça dans toutes les FNAC. Et il me dit ah non, lisez pas ça, lisez plutôt les fondements de la pensée politique moderne de Quentin Skinner. Bon, alors je dis bon d'accord, c'était à peu près épais, un gros livre aussi, donc je me lance là-dedans et donc je découvre, disons, je découvre à la fois Skinner et la méthode de Skinner, la démarche de Skinner sur des objets, alors pas que des objets républicains, parce que le livre traite aussi de la réforme, mais et puis bien sûr une certaine manière d'aborder les idées politiques. Quelque chose qui m'a tout de suite frappé et parlé, c'est son immense clarté dans la démonstration, dans la restitution des arguments qui, pour un philosophe de formation en tout cas, était vraiment très très appréciable, beaucoup plus que bien d'autres travaux d'historiens qui étaient peut-être encore plus érudits, mais qui étaient moins clairement destinés à mettre en avant des thèses, des arguments, la progression d'une démonstration à travers les siècles, etc. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'époque avec Jean-Fabien Spitz à Paris 1 sur Skinner, avec une dimension à la fois méthodologique et thématique. Et ensuite, ce qui m'a conduit à explorer cette question du républicanisme en histoire des idées, disons, en histoire de la pensée politique, mais avec un arrière-plan ou un bagage, disons, philosophique, c'est aussi bien sûr le fait que j'avais l'impression d'avoir constamment baigné dans un univers républicain en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte. Et donc, et alors, quelque chose qui m'a frappé, et ça permet de situer d'un premier point de vue mon travail, le situer contre, mais contre quelque chose que j'ai découvert après avoir découvert Skinner, c'est les travaux notamment de John Pocock, le moment machiavélien. Et j'ai découvert dans le moment machiavélien une opposition quand même assez frontale entre une tradition républicaine, issue donc de Machiavel, mais reprenant Aristote, reprenant la pensée romaine, et se développant dans le monde anglophone, au XVIe, XVIIe siècle surtout, puis XVIIIe, notamment dans les colonies américaines. Et la particularité de ce moment machiavélien, tel que le définissait Pocock, c'était finalement une opposition entre deux traditions, une tradition libérale, une tradition républicaine, et notamment, ce qui m'intéressait le plus là-dedans, moi, ce qui me frappait le plus, c'était l'opposition entre deux concepts phares qui étaient censés représenter ou incarner ces traditions, le concept de droit du côté du libéralisme et les droits individuels attachés à la personne humaine, avec les dangers de l'égoïsme, avec les dangers de l'individualisme censés être portés par ce type d'approche. Et de l'autre côté, la vertu civique du citoyen, engagé dans la politique, participant à l'élaboration des lois, à la vie politique, etc. Donc incarné par le républicanisme. Et je trouvais ça troublant et
ma vague intuition était que, quelque part, vertu et droit, il n'y avait pas vraiment de raison de les considérer comme complètement à ce point opposés. Et en parlant un peu avec Jean-Fabien Spitz, il m'a orienté pour le débat sur les Carter's Letters, donc un texte de la tradition républicaine qui justement a cet intérêt, du point de vue de l'intuition que j'avais, de mêler les langages ou les concepts de façon telle que certains historiens avaient dit c'est contradictoire, c'est éclectique, c'est rhétorique, etc. Et mon ambition de reconstruction de leur argument était de montrer qu'il y avait peut-être moins de rhétorique et moins d'éclectisme qu'on ne l'avait supposé, puisqu'on avait admis que, au fond, Pocock avait raison, qu'il fallait, ceux qui avaient lu ces textes-là disaient en gros, oui, il faut choisir, c'est les droits ou la vertu, ça ne peut pas être les deux. Et donc, ce travail de débat, en fait, a été le premier laboratoire où j'ai exploré cette cohabitation ou cette articulation non contradictoire des droits et de la vertu. Alors, je ne veux pas dire du libéralisme et du républicanisme, parce que ce sont sûrement deux traditions quand même qui restent autonomes, mais en tout cas, chez des auteurs dont on prétend qu'ils sont républicains, montrer que, effectivement, ce n'est pas parce qu'ils développent une théorie de la vertu publique, de la corruption des institutions, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'ils font appel à Caton le jeune ou Caton l'ancien, qu'ils sont hostiles au langage des droits, que ce soit le langage de Locke ou d'autres auteurs. Donc voilà un peu l'idée, et donc à partir de là, c'est forgé le projet qui est devenu ensuite une thèse, étayée sur d'autres auteurs, de thèse qui consiste donc à prétendre que la pensée, qui est une thèse, disons, qui était faite en philosophie, en histoire de la philosophie, mais qui avait un terrain historique. Et ce terrain historique, donc, c'était un moment, le XVIIe siècle anglais, où les auteurs, certains auteurs, utilisent de façon cohérente, c'était l'objet de ma démonstration, les concepts de droit naturel, droit de résistance également, et développent une doctrine de la vertu, une théorie de la vertu civique, publique, de façon différente, mais de façon cohérente. Voilà, en gros, l'idée du projet. Oui, alors donc sur ma question suivante portait justement sur les auteurs, le choix des auteurs que tu as fait, qui ne sont pas des auteurs qu'on associe dans la tradition française à la philosophie, ni même nécessairement toujours à la philosophie politique pour l'un d'entre eux, mais plutôt à la poésie, à savoir Milton et Sidney. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire effectivement ce qui a justifié ce choix et de ces deux auteurs en particulier, et également leur rapprochement, puisque tu avais d'autres possibilités, d'autres auteurs qui auraient pu faire l'objet de ton premier travail? Il y a une dimension du choix qui est bien sûr, du choix final des auteurs qui est partiellement arbitraire, évidemment, dans la mesure où il s'agit de faire une thèse que j'ai faite en un peu plus de 3 ans, mais que j'ai maintenue dans un délai assez court. Et initialement, le projet portait sur le XVIIIe siècle italien, français et anglais. Donc le projet, évidemment, de thèse sont toujours pharaoniques, mais le principe de réalité, souvent, en tout cas, le principe de réalité a exigé que je rabatte mes ambitions, et donc que je circonscrive. Donc, le domaine anglais, parce que il me semblait que c'était là où c'était le plus travaillé par l'histoire intellectuelle contextualiste, qui avait fait un travail considérable sur Milton et Sidney, vraiment de contextualisation détaillée, de biographie intellectuelle, qui permettait de dire que le travail que j'allais faire ensuite ne se basait pas sur du vent. Il y avait des faits, de l'un et de l'autre. Milton, lors de la première révolution, donc dite révolution puritaine, entre 1642 et 1649,
Sidney, son implication dans la crise de l'exclusion, dans des réseaux radicaux cherchant à établir une république en Angleterre, ou rétablir une république en Angleterre. Donc tous ces travaux avaient été faits et ce qui me semblait devoir être fait en plus, c'était une démonstration détaillée via la lecture des textes précises, aussi précises que possible, de cette hypothèse que j'avais, hein, de la cohérence de leur théorie politique, incluant à la fois les droits les droits et la vertu. Pourquoi ces deux auteurs? Effectivement, le point de départ, c'est que j'étais convaincu que ce n'est pas parce que ce n'étaient pas des grands auteurs de la tradition qu'il n'était pas légitime de faire un travail dessus. Et ça, c'est un problème, enfin c'est un problème, c'est une réalité institutionnelle que, en philosophie, seuls les grands auteurs sont considérés souvent comme des objets légitimes, et ça soulève des difficultés, mais je pense que c'est pour une part importante une réalité institutionnelle qui n'a pas de fondement, disons, philosophique ou intellectuel si robuste qu'on ne puisse pas les mettre à l'épreuve à travers des travaux donc sur des minores, avec donc comme prémisse, hein, comme prémisse méthodologique, l'idée que c'est pas parce que des auteurs s'expriment sous la forme de pamphlets, voire des pamphlets incendiaires, comme c'est le cas parfois de Milton qui insulte son interlocuteur, Somèze, ou cherche vraiment à ridiculiser l'argument de l'autre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas derrière une théorie articulée, forte, cohérente, y compris même à travers les époques de la vie de l'auteur, sans vouloir forcer une cohérence à tout prix. C'était la conviction qui m'animait. Et donc, effectivement, l'idée que Milton était un pamphlétaire politique, et d'ailleurs religieux au départ, redoutable, reconnu, et aujourd'hui, ils ne font pas partie du canon, ces deux auteurs, ni Milton ni Sidney, mais il faut avoir à l'esprit que à la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle et pendant même une partie du XIXe siècle, on considérait que c'était des auteurs tout à fait importants. J'ai notamment étudié récemment les notes de Barbeyrac à ses traductions de Grotius et de Pufendorf, et Barbeyrac considère que Sidney est un auteur tout à fait pertinent pour réfuter les théories justifiant le contrat de servitude. Donc, et Rousseau lui-même lit Sidney en disant « l'infortuné Sidney pensait comme moi ». Bon, Rousseau dit ça d'un auteur qu'on ne considère pas comme un grand auteur du canon. Il y a des chances qu'on ait beaucoup à tirer finalement d'une exploration rigoureuse, méthodique, aussi lente qu'on le fait pour Kant ou Descartes ou Hobbes. Et même si, bien sûr, la forme de l'argumentation est différente et donc implique des précautions, une prudence peut-être plus grande. Mais voilà l'idée de se focaliser sur des auteurs qui ne sont pas des grands auteurs du canon, disons du canon établi. Oui, moi, je m'intéresserai, je voudrais vous poser une question sur votre itinéraire intellectuel. Dans ce que vous venez de dire, vous avez mis l'accent sur la partie de votre travail qui a consisté à étudier des auteurs, les auteurs des lettres de Caton, Sidney, Milton, et de manière générale, je suppose, parce que vous avez été formé dans l'université française et que donc on peut avoir quelques idées sur ce que vous y avez appris, le commentaire des auteurs ou l'analyse exégétique des auteurs de la pensée politique occupe une part très importante, peut-être même en tout cas jusqu'à une période récente, la partie prédominante. Or, il me semble que dans votre travail présent, ça se voit dans le travail que vous nous présenterez aujourd'hui concernant l'usage de l'histoire des idées en philosophie politique, il me semble que vous critiquez plutôt le mélange entre les arguments de philosophie politique proprement dites et l'établissement de thèses historiques sur ce qu'a dit ou ce qu'a voulu dire
tel ou tel auteur ou telle figure. Et je voudrais donc savoir comment vous êtes venu à cette insatisfaction devant ce qu'on pourrait appeler le mélange des genres, qui est très caractéristique de la formation en France. Je ne le critique pas ici, mais c'est simplement une analyse de fait. Qu'est-ce qui vous a amené à éprouver une insatisfaction vis-à-vis de ce mélange, alors que vous avez baigné dedans et que vous avez été formé dans cette atmosphère? Alors, c'est une question qui suppose de faire un retour sur soi qui n'est pas forcément... qui n'est pas forcément évident. Ce qui est certain, alors, ce qui est certain pour donner un premier élément de réponse, c'est que je ne suis pas convaincu que le mélange des genres en question soit caractéristique de ce que j'ai pu voir et donc les cours que j'ai pu avoir, la formation que j'ai pu avoir en France. Il me semble en fait que, au sens où j'ai pas l'impression que la philosophie politique contemporaine, c'est-à-dire qui prendrait pour objet le monde contemporain et qui chercherait à évaluer les valeurs sous-jacentes aux sociétés démocratiques, à les ordonner, à les hiérarchiser, éventuellement à les critiquer, et puis ensuite à porter un jugement sur la manière dont les sociétés sont organisées institutionnellement, politiquement, etc. J'ai l'impression que ce type d'approche de la philosophie, cette manière de faire de la philosophie politique, elle est pour l'essentiel en France, au moment où moi j'étais en tout cas formé, assez peu présente. Et qu'en fait, une partie importante des modèles qu'on pouvait avoir, Jean-Fabien Spitz, pour citer des personnes qui étaient dans mon jury ou qui m'ont bien sûr beaucoup orienté, Catherine Larère, Luc Foineau, sont au départ formés sur des auteurs du passé, en histoire. Et donc, ce qui n'empêche pas bien sûr d'aller au-delà, mais et d'ensuite de prendre le contemporain pour objet et d'un point de vue philosophique. Mais il me semble que ce mélange des genres, il est particulièrement fort chez les théoriciens, disons, anglophones. Alors pas tous, mais qui considèrent qu'ils peuvent aller chercher un argument chez Locke, ou chez Platon, ou chez Aristote, ou chez Machiavel, et sans aucunement se soucier du contexte, et en faire quelque chose pour répondre à une question qui est la nôtre aujourd'hui. Et il me semble que cette attitude, elle consiste en fait à nier purement et simplement l'historicité des arguments ou des pensées que l'on tire du passé. Le passé est un réservoir, il serait là il serait à disposition, mais en niant, pour ainsi dire, la dimension historique, l'épaisseur historique qu'auraient les arguments tels qu'ils ont été développés dans leur contexte. Et donc, il me semble que l'attitude philosophique, disons, qui cherche à évaluer et à se prononcer sur un état de fait contemporain ou un problème philosophique ou politique contemporain, n'a, en un certain sens, pas besoin, et même qu'aller chercher dans l'histoire, c'est un risque et, dans un certain sens, une manière de faire fausse route. Et que donc, il faut mieux se maintenir à un objet strictement contemporain sans avoir à chercher à piocher, parce qu'en piochant, on déracine des plantes vivantes dans le passé qui ne survivront pas au voyage, et la greffe ne pourra pas prendre. Donc voilà. Alors, ce qui explique que je sois, disons, insatisfait, c'est que j'ai l'impression que ceux qui sont les plus, disons, rigoureux dans l'énoncé de leur programme théorique, normatif, contemporain, sont en même temps ceux qui
prennent le moins de scrupules avec les emprunts, dans le passé. Comme si ça allait de soi, finalement, alors qu'en fait, il me semble que ça ne va pas du tout de soi. Et je ne veux pas dire par le fait que ça ne va pas de soi qu'il ne faut pas le faire. Donc mon plaidoyer serait plutôt un plaidoyer pour l'idée d'une division des tâches qui n'implique pas ensuite une collaboration, mais une division des tâches et une division des tâches assez nette, disons. Voilà, mais sur ce point, oui. Justement, si je peux rebondir très rapidement sur ce point qui est effectivement un point important, je me souviens très bien d'avoir entendu Quentin Skinner parler, désigner l'attitude que tu as décrite tout à l'heure d'un emprunt comme ça, un peu sauvage, d'arguments à des philosophies du passé, de philistinisme. Les gens qui font ça, il est caractérisé comme des philistins. Et il insistait également sur une comparaison entre l'histoire de l'art et l'histoire de la pensée politique, en disant finalement ce que l'on se refuse à faire en histoire de l'art, c'est-à-dire mobiliser des tableaux du passé pour un usage contemporain, on s'autorise à le faire dans le champ de la pensée politique. Est-ce que tu reprendrais intégralement à ton compte cette critique d'une sorte de contextualisme radical qui voudrait dire que pour lire Rousseau, il faut nécessairement le lire du point de vue des contemporains qui l'ont lu? Est-ce que tu irais aussi loin? Et est-ce que tu ne risques pas dans ce cas-là de tomber sous le coup d'une critique, disons, caractérisant cette approche, ton approche ou celle de Skinner d'historicisme? Alors, c'est effectivement une tentation d'adopter cette approche qui consisterait à dire que les usages, que tous les usages finalement contemporains seraient illégitimes parce que par principe impliquerait de décontextualiser ce qui est nécessairement, selon l'hypothèse historiciste, qui doit être contextualisé pour avoir du sens. Alors, ma réponse serait, je ne sais pas précisément si c'est la position de Skinner, mais ce ne serait pas la mienne en tout cas. Mais je pense même que Skinner nous offre des exemples dans ses travaux d'usages pertinents du passé. Alors, je pense notamment à son article sur la liberté négative chez Machiavel, qui consiste à dire Machiavel nous aide à penser ce que n'ont pas réussi à penser les débats analytiques sur la liberté négative. Alors, bien sûr, il y a des esprits historicistes qui vont dire Skinner fait un pas de trop en faisant ça, et parce qu'il fait de Machiavel un interlocuteur, un contemporain, un interlocuteur pour... Mais le point de Skinner, c'est de dire que si ça a du sens, je pense que pour lui ça a du sens aussi, et là-dessus je suis d'accord avec lui, si ça a du sens, c'est en tant que c'est une thèse historique. C'est-à-dire la reconstitution contextualisée de la pensée de Machiavel dans son environnement. Et une fois qu'on a fait ça, alors on peut faire émerger des sens de pertinence, des formes de pertinence de ce qu'on en tire. Donc, j'aurais tendance à aller dans ce sens-là, mais tout en ayant toujours à l'esprit le danger, qui est un danger que, évidemment, tous les historiens ont à l'esprit, le danger des similarités trompeuses ou des effets de continuité qui sont en fait des effets d'ignorance du contexte. Plus on contextualise, évidemment, plus on différencie, et plus on spécifie, et plus il y a des chances que le contexte de l'idée qu'on cherche à faire émerger finisse par néanmoins être suffisamment différent du contexte contemporain pour que la pertinence soit non pas annulée, mais simplement au moins réduite ou précisée de façon prudente. Voilà. Peut-être une dernière question
Concernant tes projets en cours, est-ce que tu pourrais nous dire finalement quels sont tes projets, les lignes de force de ta recherche actuelle, tes implications institutionnelles? Ouais. Alors très vite, notamment au XVIIIe siècle en France, une pensée républicaine finalement développée, abondante, impliquant une justification du droit de résistance, voire un droit de révolution, existe, et en le faisant notamment à travers la réception, mais une réception, disons, en termes de circulation d'idées et de développement intellectuel, réception donc des discours de Sidney, des discours sur le gouvernement de Sidney, et afin notamment je vise par là la critique de quelque chose qui est omniprésent, y compris chez les historiens, cette idée d'exception française, hein, l'idée que la République en France serait une notion qui aurait émergé au cœur du moment révolutionnaire, mais qu'elle ne serait pas présente au début de la Révolution et qu'elle ne serait pas présente non plus dans les Lumières. Et essayer non pas de relire le XVIIIe siècle à l'aune du moment républicain de la Révolution, évidemment, mais justement de voir la circulation réelle des idées républicaines, notamment anglaises. Il y a des travaux qui ont déjà été faits, mais d'explorer ça notamment. Ça, c'est sur le versant, disons, histoire des idées, histoire intellectuelle. Et puis l'autre ambition, mais qui porte là plutôt sur la philosophie politique normative proprement dite, que je ne pratique pas principalement. Et donc ça me demande pour moi des efforts d'ajustement du langage et de la méthode. Ce serait d'essayer de prolonger le programme de Petit en montrant de façon beaucoup plus forte qu'il ne le fait que le concept de droit est indispensable, alors non pas pour lire le passé, mais pour penser le républicanisme au présent. Quel type de droit, droit à l'existence, droit naturel ou droits sociaux, et d'une part, et aussi un autre point qui m'intéresse particulièrement, c'est le soubassement, disons, moral de cet idéal de liberté comme non-domination. Il me semble qu'il faut ajouter une couche à l'argument de Petit et notamment essayer de montrer que la liberté comme non-domination n'est pas simplement un bien parmi d'autres, mais qu'au fond, on doit vouloir ce bien et donc qu'on n'a pas seulement intérêt à être non-dominé, mais que pour vivre comme des citoyens libres et égaux, on a le devoir quelque part de le vouloir, donc de vouloir ce statut de non-domination. Et que c'est un argument qui permet notamment de récuser l'objection qui serait de dire « oui, mais si un peuple ne veut pas de la non-domination et préfère se soumettre et donc l'argument de la servitude volontaire, finalement. Donc voilà les quelques lignes rapidement de mes projets en cours. Merci beaucoup. Merci.